Eric, tu te recoiffes avant un podcast ? Toujours. Très bien. C'est pour la caméra. Ouais, clairement. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la langue bien pendue. Et ça tombe bien parce qu'ils ont toujours des choses intéressantes à raconter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Eric. Bonsoir. Et Julien. Bonsoir Clémence. À la technique, il œuvre dans l'ombre, mais son travail est brillant. Bonjour Alain. Bonjour Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Petite annonce avant qu'on se lance pour de bon, on change de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne pas louper un épisode, c'est très simple. Vous allez dans votre appli de podcast, vous faites une recherche sur Sale Temps pour un film et vous vous abonnez. C'est aussi simple que ça et comme ça vous êtes sûr de ne pas louper un épisode. Aujourd'hui, pas de sortie en salle, mais une sortie DVD, Blu-ray et VOD. On va parler de Démonique, le nouveau film de Neil Blomkamp. Jusqu'ici, le réalisateur sud-afro-canadien s'épanouissait dans des récits de science-fiction. Avec Démonique, changement d'ambiance, il s'attaque au genre horrifique. Démonique, c'est l'histoire de Carly, une jeune femme dont la mère a été condamnée pour meurtre. La mère en question est dans le coma, mais sa fille va pouvoir pénétrer dans son esprit et communiquer avec elle grâce à une technologie inédite, une expérience qui va rapidement tourner au cauchemar. D'abord repéré pour ses courts-métrages autour du jeu Halo et ses publicités, Neil Blomkamp s'illustre ensuite avec des films de SF. En 2009, District 9, avec Peter Jackson comme producteur exécutif, le propulse dans la cour des grands. Suivent Elysium en 2013 et Chappie en 2015. Puis ça se complique. Annoncé à la réal d'Alien 5, le film est repoussé puis annulé. Il doit ensuite travailler sur Robocop Returns, mais quitte finalement le projet. Après ses échecs successifs et une série de 12 courts-métrages, Neil Blomkamp signe enfin son retour au format long avec Démonique. Le film est tourné dans le plus grand secret en seulement quelques semaines pendant l'été 2020. Il sort le 20 août 2021 dans les cinémas américains. Pour la France, pas de sortie en salle prévue, il faudra se contenter d'une sortie en VOD, DVD et Blu-ray le 20 septembre. Alors, jusqu'ici, la filmographie de Neil Blomkamp a pas mal plu à l'équipe. Si vous cherchez dans nos archives, vous trouverez même un épisode de Capture Mag, le podcast de presque 3 heures consacré à ses précédents films. Mais Démonique donc, Marie, Eric, Julien, Ah bon, est-ce qu'on... J'ai cru que t'allais m'oublier. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Marie, Eric, Julien, Ah, d'accord, ok, Démonique, est-ce qu'on va le voir au cinéma? Bah non, parce qu'il sort pas au cinéma. Bah voilà. Bah, Alors... je suis pareil. Non, je suis comme Marie. Non, puisqu'il sort pas au cinéma, Ok. Clémence. Est-ce qu'on va acheter le DVD ou voir la VOD? Ça s'achète encore les DVD là? Ouais, un peu. T'auras pas la réponse. Clémence, laisse tomber. C'est compliqué. Ouais, pour moi, c'est compliqué. Ouais, moi je voulais l'appréhender en fait comme une vraie série B en me disant, parce que j'avais entendu que c'était pas terrible, etc. Et je pense que les auditeurs auront eu le même son de cloche. Hein. Mais je voulais quand même bien aimer dans mon coin et l'aimer. Et c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Marie? Moi, je suis d'accord, pareil, je l'attendais beaucoup, comme tu disais, voilà, il a été, ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas fait de film, il a été sur des projets qui avaient l'air ambitieux et sur lesquels il n'a pas pu travailler, donc moi j'attendais son retour, en plus avec un film d'horreur qui est un peu un de mes genres préférés, et pareil, je voulais l'aimer, ce film, je voulais l'aimer très fort, et je crois que ma déception est à la hauteur de mes attentes. Très bien, c'est un résumé de est-ce qu'il faut le voir ou pas. Maintenant, vous allez nous expliquer pourquoi.
Alors, je crois que vous avez... C'est très bizarre en fait. Moi, je l'ai vu hier, donc je suis encore en train de recoller les morceaux. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on a l'impression de voir un premier film. On a l'impression d'un truc hyper amateur. Mais vraiment, parfois, les dialogues en fait sont que des scènes d'exposition, donc c'est très très mal écrit, ça faut le savoir. C'est pas recouvert d'une couche d'écriture professionnelle. Donc on a l'impression de voir une V1 de scénar mis en scène hyper hâtivement. Donc déjà, ça c'est compliqué. Moi, visuellement, je trouve pas ça ouf non plus. Et je trouve pas ça très très bien filmé non plus. Et en fait, ce qui m'achève là-dedans, parce que cette idée de possession démoniaque, etc., moi il m'en faut pas beaucoup en fait pour aimer ce genre de truc, mais c'est recouvert, parce que c'est mal écrit, d'une espèce de couche de bondieuserie absolument atroce, où tout d'un coup il y a des espèces de néviciles, mais qui sont des prêtres catholiques qui rigolo, ça. Ça aurait pu être drôle. C'est pas drôle, hein, mais... Si c'était complètement assumé, s'il avait poussé le curseur, ça aurait pu être super fun. Ouais, peut-être avec Steven Seagal à la limite, mais on est en 2020, maintenant ces espèces de manichéisme, bon, à part pour la Bible Badge, je sais que c'est pas une ceinture, c'est assez gros, c'est un peu fini quoi, faut passer à autre chose. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir une histoire un peu, dans le très mauvais sens du terme, un peu, ringarde, voilà, moyenâgeuse dans son approche du genre. Et il y a aucune vraie grande surprise en fait dans ce film. Donc pour moi, c'est malheureusement, parce que j'adore District 9 et je pense que n'importe qui aime la SF aime ça. Aimer District 9 quand même, c'est quand même une claque à l'époque. J'aime beaucoup Elysium aussi, même s'il y a des gros problèmes dans la deuxième partie. Je trouve que c'est un film qui essaye d'être une vraie critique sociale en plus d'être un film de SF. Donc on revient aux sources du genre là-dedans. Chappie, je trouve ça pas mal. Je pense que les autres aiment plus que moi. Et du coup là, j'hallucine sur ce film en fait, où je me dis, on dirait un premier film presque mal intentionné quoi. Donc ça m'a vraiment pas plu. Mais vraiment mal intentionné quoi. Bah oui, parce que franchement ça prend quand même le spectateur pas mal pour un con ce film, honnêtement. Et justement, je vais savoir, toi Julien, je venais pour ça. Et Marie alors? Non mais Marie, évidemment j'adore son avis, mais oui, rattrape-toi comme tu peux. Non, c'est vrai. Moi je m'en fous, je viens pas pour vous, je viens pour les pizzas. Mais chaud, quoi. Le seul truc qui aurait pu être intéressant, c'est les effets spéciaux. Je sais que c'est ta spécificité, et j'aurais voulu que t'en parles un peu là-dessus, parce qu'il y a des trucs qui auraient pu être bien et qui sont quand même pas très impressionnants. Moi j'ai envie de connaître l'avis de Marie avant. Ah bah ça c'est gentil. Moi, je rejoins exactement ce que tu dis, Eric, sur le côté premier film. En fait, j'ai vachement de mal à croire que c'est... En fait, si on m'avait pas dit que c'était un film de Neil Blomkamp, je l'aurais jamais deviné, parce qu'il arrive toujours à créer des univers dans ses films précédents, ou à créer de l'émotion, et là en fait j'ai ni l'un ni l'autre. Pourtant je trouve qu'il y avait du potentiel justement dans ce monde, de cette réalité alternative dans laquelle elle va rejoindre sa mère, où je me disais là c'est là que ça va partir et qu'il va se passer des choses et tout. Et en fait j'ai l'impression de voir je sais pas, un petit peu genre les Sims d'il y a 10 ans quoi. Non mais c'est un peu c'est un monde pas très... je pensais qu'il allait y avoir plein de choses, je sais pas, il y avait tout un boulevard pour faire des choses intéressantes, et en fait on lui dit ouais mais c'est un monde que ta mère elle a recréé d'après ses souvenirs, donc en fait elle recrée la maison de son enfance qui est pas tout à fait pareil, alors que moi je pensais qu'il allait y avoir des visions plus ou moins horrifiques, et en fait il y a pas grand chose d'horrifique dans ce monde là, et il y a pas grand chose non plus d'horrifique dans le monde réel ni dans les rêves. Et en fait, il y a 3 niveaux de réalité qui sont qui se superposent, et aucun fait vraiment peur. Et c'est quand même gênant aussi pour un film d'horreur, parce qu'on l'a vendu essentiellement comme un film d'horreur. Il fait jamais peur. Et du coup, moi, je le mets vraiment dans le tout venant de la production horrifique qui sort en ce moment et qui fait jamais vraiment peur, qui crée jamais vraiment d'univers. Et c'est super frustrant, parce qu'il pouvait y avoir il y avait tout un concept qui était assez prometteur, et on s'est dit avec ce mec là il va forcément se passer quelque chose, et en fait ça décolle jamais. Il y a jamais d'émotion non plus, parce qu'en fait les personnages, comme tu disais, c'est mal écrit, c'est que des phrases très très explicatives de juste pour te présenter le personnage, je sais plus comment s'appelle le personnage du mec, oui tu le vois plus depuis qu'il a fait toutes ces théories complotistes sur ta mère. Tu sais, c'est vraiment... Les personnages sont amis, on sait pas pourquoi, ils ont aucun trait de caractère, ils ont juste des fonctions, c'est des clichés ambulants, et du coup t'as pas d'empathie, t'as pas le... Moi j'avais bien aimé Chappie, et t'as pas du tout le côté où tu t'attaches à ces personnages-là. Du coup en fait tu t'en fous de ce qui leur arrive, et tu vois se succéder des clichés du genre, autant que le film est un mélange des genres, donc tu vois se succéder les clichés du genre horrifique, du genre SF, mais en fait t'as pas de... Il se passe rien, et c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs, et du coup moi j'étais super déçue. J'avais l'impression de voir un premier film, un peu ce genre de film de soit un DTV, soit d'ailleurs au final il sort pas au cinéma, mais soit les petits films de festival qui sont un peu bazardés à 14h en semaine et que pas grand monde va voir, ou alors le film de 22h quand il y a le gros film qui passe à 21h et celui-là est dans la petite salle, et j'avais un peu l'impression de voir ça, et du coup j'étais assez déçue de ce film là. Et ce que tu dis sur les personnages, ça me frappe, parce que j'ai vraiment eu le même ressenti.
on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quel métier ils font, on ne connaît rien de leur vie. Et tu parlais d'écriture, Eric, en termes de flemme poussée à son maximal, il faut savoir que quand même les personnages ont le même prénom que les comédiens et les comédiennes. Donc on a Carly, qui est interprétée par Carly Pop, Michael, c'est Michael J. Rogers, Martin, c'est Chris William Martin. Il s'est vraiment pas foulé. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors moi, je vais commencer en disant que pour moi, c'est pénible en fait de parler de ça parce que je suis un gros fan moi de Neil Blomkamp. Ça s'est entendu, je pense, dans le podcast justement qu'on avait fait. Et puis surtout, c'est un mec qui... alors évidemment, District 9, tout le monde aime, donc ça, c'est... Mais ensuite, c'est un mec qui a été vachement lâché sur Elysium, sur Chappie et tout. Et moi, j'ai continué à le défendre contre vent et marée parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose chez ce mec-là. Et ce qui me touche, en fait, chez Neil Blomkamp, là où... C'est pas juste une marotte, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il a... Il vient, il propose quelque chose qui est neuf en fait, qui est surtout, moi c'est aussi un des trucs qui m'intéresse beaucoup chez ce mec-là, qui est profondément dans l'air du temps. Je trouve qu'on n'a pas de film aujourd'hui qui parle vraiment de l'air du temps. C'est dur en fait de saisir en fait ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec le monde informatique, avec tout ça. C'est pas facile quoi, tu vois. Et je trouve que pour moi, par exemple, les Marvel sont pas du tout des films qui parlent d'aujourd'hui, de notre monde. Ces films qui sont complètement décorrélés de tout ça. Et d'ici, c'est pareil. On a parlé de Dune dans un autre podcast. C'est pareil, c'est la même chose, quoi. Blomkamp, il y a un truc chez ce mec aussi. Oui, il y a des problèmes d'écriture et tout, mais il y a un truc chez ce gars qui est... quand je vois ces films, je me dis, je vois des films modernes, dans le sens où je vois des films qui n'auraient pas pu être faits, par exemple, dans les années 50, 60, 70. Et moi, j'étais triste de voir en fait tous les échecs qu'il a subis ensuite. J'étais désespéré de voir que l'expérience qu'il a menée avec Oates, et c'est très important, je pense, de parler de Oates quand on parle de démonique, n'est pas arrivé à son terme. Alors Oates, je le fais très court, mais encore une fois, si ça vous intéresse, je vous renvoie à notre podcast. Mais Oates ou sur Internet, mais Oates, c'est un studio indépendant qui diffusait les films en fait sur YouTube. Et le but en fait de Neil Blomkamp, c'était après Chappie, donc, c'était de s'affranchir de toutes les règles et de tous les dictats, qu'ils soient financiers, de durée, de format, etc. Et il a fait dans Oates parmi ses meilleurs trucs, quoi. Il y a des choses incroyables dans Oates. La plateforme Oates, il y a des propositions absolument incroyables. Et 12 courts-métrages sont disponibles sur YouTube. Sur YouTube, ouais, exactement. Et il a voulu développer ça n'a pas réussi, mais apparemment, là, il a trouvé, j'en parlerai peut-être après, mais c'est une des promesses encore de Neil Blomkamp, c'est qu'il a trouvé apparemment un moyen il a trouvé un modèle économique en fait dans lequel pouvoir développer en fait cette expérience. Et en fait, se retrouver devant Démonique, c'est presque une... je vais sortir un peu les violons, mais c'est comme si t'as un pote qui te trahit, en fait. C'est-à-dire que quand tu débats avec tout le monde, etc., comme ça, et que d'un seul coup, le mec, il te sort un truc pareil, et tu te dis, putain, mais pourquoi tu me fais ça ? Moi, c'est très égocentrique hein, comme opinion, mais en même temps, j'explicite mon ressentiment de spectateur. C'est-à-dire que je dis, putain, mais tu me lâches, quoi, là. C'est pas possible, c'est indéfendable. C'est vrai que c'est indéfendable. Alors, pour répondre à toutes vos interrogations, moi je me suis quand même beaucoup renseigné en tant que fan en fait sur le projet. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne comprends pas cet échec. C'est-à-dire que Démonique vient de deux envies en fait de Neil Blomkamp qu'il a tenté de fusionner et la tentative de fusion est pour moi hyper intéressante et prometteuse. À savoir que lui, ça fait longtemps, et c'est un truc dont il a beaucoup parlé, qu'il a envie de faire un film d'horreur tourné en autarcie et bricolé en fait. Lui, il cite un modèle, alors c'est pas un found footage ce qu'il veut faire, mais il cite comme modèle Blair Witch ou Paranormal Activity, donc, mais pas dans le... Encore une fois, dans l'idée de faire un found footage, dans l'idée de faire un truc où tu prends n'importe quelle caméra que t'as dans le coin, quoi. Tu tournes ça n'importe comment, t'essayes de saisir une espèce de réalité là-dedans, ce que lui, il a toujours cherché à faire quand il tournait à Johannesburg, par exemple. Et tu essayes de tirer là-dedans, avec tous les outils que le cinéma peuvent t'offrir, de créer à l'intérieur de ce contexte-là quelque chose d'horrifique. Moi, avec un mec comme Neil Blomkamp, je dis banco. Et le deuxième truc qui l'intéressait là-dedans, et là ça vient par contre de Oates, c'est la capture volumétrique. Et la capture volumétrique, c'est un des systèmes de capture en fait qui est en train de se développer aujourd'hui. C'est pas du tout comme la capture de mouvement. En gros, t'as
t'as un acteur, vous avez des vidéos, en fait, ce sera plus parlant que mon explication qui, je le sens, va devenir fumeuse, mais en gros, t'as un acteur avec plein de caméras autour de lui, et toutes les caméras le filment en même temps. C'est-à-dire que tu captures pas le comédien sous un seul angle, mais tu le captures à 360 degrés, et après, tu déplaces, en fait, cette image comme tu le veux. Sachant que ce qui se passe avec la capture volumétrique, c'est que c'est une technologie qui est balbutiante, qui est encore extrêmement tributaire évidemment de la puissance des machines, que ce soit les appareils photo, les ordinateurs qui vont gérer en fait toutes ces images captées, et que tu as les glitches en fait tout le temps. C'est-à-dire c'est ces petits moments où ça merdoie en fait, tu vois, les images. Et lui, et c'est aussi un truc qui m'intéresse chez Neil Blomkamp, et c'est aussi un truc qui m'intéressait sur Démonique, c'est qu'il se dit je vais l'assumer en fait. Ça, je vais essayer de trouver là-dedans. Au lieu d'essayer de le cacher comme l'aurait fait Villeneuve, je vais essayer de trouver là-dedans la faille qui va distinguer en fait ces images comme ça que je vais capter, essayer d'en tirer quelque chose. Il n'y a rien de tout ça en fait pour moi dans le projet, il se foire partout. C'est-à-dire que la capture volumétrique, s'il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Blomkamp, c'est que quand il s'empare par exemple de la capture de mouvement dans Chappie ou dans District 9, il le pousse à son extrême. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont poussé autant, quoi. Je veux dire, il y a eu les derniers Planètes des singes, peut-être, pour la capture de mouvement, mais voilà. Et là, qu'est-ce qu'il en fait, en fait ? C'est-à-dire que tu as 3-4 plans au début où je me dis, il y a une appréciation, en fait, de l'espace qui est réminiscente, effectivement, des Sims, enfin, de tout un tas de jeux vidéo. Moi, j'ai envie qu'on travaille autour de ça, cinématographiquement parlant. C'est intéressant parce que c'est une façon de voir l'espace, de l'appréhender, qui est inédit au cinéma, qui n'existe pas, mais par contre, il y a toute une génération qui joue aux jeux vidéo qui l'a appréhendé, qui a compris que tu pouvais tout à coup comprendre l'emplacement, le déplacement des gens et appréhender un espace sans avoir le toit d'une maison, par exemple. Ce qui est le cas dans les Sims et ce qui est le cas dans Démonique. Mais faisons quelque chose de ça. Et c'est pareil, la liberté, Marie en parlait, la liberté en fait que tu peux avoir en fait avec ça, tu as envie de dire, mais pète un câble. Soit le Satoshi Kon de la capture volumétrique. Et là, en fait, tu as l'impression que c'est un petit test timoré qui n'est pas abouti, qui mène à rien. Et voilà. Et alors, le truc, donc, sur le truc horrifique, en fait, tourné à l'arrache. Alors ça, moi, j'ai entendu des interviews de Neil Blomkamp où il s'est un peu détaché de ça. Et lui, son but, un des films d'horreur, en fait, qui lui a fait le plus peur étant enfant, c'est La Malédiction de Richard Donner, qui est un film d'horreur intéressant parce que c'est un film d'horreur qui date des années 70, mais qui, par contre, essayait d'avoir dans sa facture quelque chose de très classique, avec quitte à aller jusqu'à des décors en studio qui avaient un petit côté un peu pastiche comme ça. Donc lui qui a plutôt un filmage, on va dire, encore une fois, moi que je trouve très moderne, mais qui est dans la fusion en fait de plusieurs sources d'images différentes, de la caméra à l'épaule, de quelque chose qui a un peu tourné à l'arrache, du Paul Greengrass, mais réussi. Il a essayé de s'écarter de ça pour retrouver justement un truc beaucoup plus classique, etc. Encore une fois, pourquoi pas, mais donne-moi quelque chose là-dessus, quoi. Fais quelque chose là-dessus. Et puis un autre truc, c'est que quand tu fais ça, comme vous en avez parlé, Eric et Marie, il faut que tu aies une écriture qui tienne un peu la route. Et là, le problème, c'est que Neil Blomkamp, il a écrit tout seul, quoi. Et d'habitude, en fait, sur ses autres films, il avait, comment ça s'appelle, Terry Pratchett, en fait, qui est, je crois, son épouse encore, et qui est co-scénariste, en fait, sur ses films. Et je pense qu'elle aide, en fait, Neil Blomkamp à canaliser tout le reste, quoi. Et là, effectivement, tu as l'impression de voir un truc d'ado, en fait, ce qui est Neil Blomkamp, quoi. Et c'est horrible, en fait, pour moi. C'est horrible, d'une part, parce que j'ai l'impression que Neil Blomkamp, quelque part, me lâche, entre guillemets, mais il se lâche sur lui, il se lâche évidemment, aussi, là-dessus. Et puis aussi, parce que donc, ce film est quand même rempli de promesses. Moi, par exemple, sur le truc des exorcistes, d'espèce de SWAT team là, des exorcistes, moi, j'aurais adoré les aimer, ces mecs-là. Mais j'aurais aimé les voir un petit peu en action. Tu ne les vois jamais. Tu sais que ça existe et tu les vois, alors je spoil, mais anéantis et après, c'est tout. Ouais, tu les vois s'armer, puis tu les vois morts. Mais c'est ça. T'as l'impression qu'il te manque tout un bout du film. En mais fait. c'est un problème de budget, ça, tu crois ? C'est un truc, peut-être, je n'en sais rien. J'ai pas toutes les clés. C'est pour ça que j'ai essayé de alors, c'est un film qui a été tourné vraiment pour très peu cher en très peu de temps. Mais il n'empêche, quoi. Il n'empêche. Je veux dire, Neil Blomkamp, quand tu voyais les cours qu'il faisait, tu vois, en amateur, avant District 9, il savait suppléer à ça. Et puis, et tu vois,
Et tu vois, ça, j'aurais aimé qu'il travaille, tu vois, au nom du Saint-Père, je vous botte le cul, tu vois, comme dans Branded, tu vois, j'aurais aimé un truc comme ça, quoi. Et il y a un autre truc aussi où moi, j'ai une vraie frustration, c'est sur le monstre. Le monstre, dans l'absolu, je le trouve cool. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans le design, à la fois dans d'ossements d'oiseaux. C'est pas souvent exploité, les oiseaux. Moi, ça me fait un peu... J'aime pas trop les oiseaux, moi, dans la vraie vie. Le monstre, c'est une espèce de démon à tête de corbeau. Un tête de corbeau. Alors lui, il adore les corbeaux. Je le comprends, en fait. C'est vrai que c'est une gueule un peu particulière. C'est entre ça, les peintures de Bosch, et puis les masques qu'on portait pendant les pandémies de peste. Pas de Covid. Ça aurait été plus rigolo qu'on ait ces masques-là pendant le Covid. Malheureusement, nous ne les avions pas. Mais pendant les pestes, on avait ces trucs avec ces grands corps. Je ne demande que ça, moi, à l'aimer, ce monstre. Mais montre-le un peu plus. Mets-le en action. Essaie de me surprendre avec. Tout à coup, fous une extension numérique quelque part. Trouve quelque chose, même si c'est cheap. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'arrive pas c'est le genre de film qui peut éventuellement créer une rupture avec un cinéaste que t'aimes beaucoup et que t'as soutenu jusqu'à présent. Et en tout cas, là, ouais, pour moi, c'est un crève-cœur, quoi. Voilà, ces films où ces cinéastes, t'as l'impression de t'être planté en plus avant. Bah, il faut que je revoie les précédents. Puis j'attends la suite. Donc j'attends Oates et puis j'attends la suite de District 9. Apparemment, il a trouvé un truc pour la suite. J'attends ça, quoi. Et puis il travaille sur un autre film aussi qu'il avait commencé. Le projet a été lancé avant même Démonique. Ça s'appelle Inferno. Ça a été mis entre parenthèses le temps du Covid. C'est un projet de film qui parle de meurtre et d'extraterrestres. Tiens, il revient à ses premières amours. Je pense qu'il a un vrai truc pour faire de l'horreur à FX. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, il y a un truc avec le cinéma d'horreur, c'est que je trouve qu'on est dans un cinéma d'horreur extrêmement timoré, où on est revenu au vieux truc de t'ouvres pas la porte pour montrer le monstre et puis tout va bien comme ça. C'est les films de James Wan que je déteste pas, d'ailleurs, au demeurant toujours. En tout cas, j'aime bien Conjuring 2 par exemple, mais c'est un problème quand même, tu vois, c'est tout le temps comme ça. Moi, par exemple, j'ai été content, c'est un mauvais film, mais j'étais content de voir ça deuxième partie parce que t'as des monstres partout, quoi, merde. Et moi, je vais voir aussi ces films là pour ça, et j'adore quand on arrive à me faire peur en me montrant le monstre, quoi. Et je suis persuadé qu'il a ça en lui. Je ne comprends pas qu'il soit foiré comme ça à ce point-là là-dessus. Marie, Eric, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Je suis désolé, j'étais trop long. Non, mais moi je suis d'accord sur le fait que en fait ce monstre, moi je voulais le voir aussi. Il y a une apparition dans un rêve où tu commences à le voir et tu te dis tiens, il va enfin se passer un truc. Et après en fait non, le monstre s'empare de corps et c'est un truc de possession et tu le vois pas et en fait c'est hyper frustrant. Enfin voilà, moi je suis allée de frustration en frustration et bon, je vais pas répéter ce qu'a dit Julien, tu l'as très bien résumé, mais voilà, ouais. Résumé, je sais pas. Non, pas résumé, tu l'as très bien détaillé et mais ouais, voilà. Enfin, c'est vraiment une espèce de frustration et ouais, du coup maintenant je me demande ça va être quoi la suite et est-ce que je vais être partante pour la suite, tu vois, c'est compliqué. Puis tout le problème aussi de ce film-là, pour moi, il est essentiellement scénaristique, tout le reste vient après, mais bon, c'était très intéressant ce que tu disais, c'est que le monstre, c'est toujours, que ce soit une créature ou un monstre, c'est toujours un rapport entre le créature ou celui qui possède et le possédé, enfin, il y a toujours une dualité comme ça, et là, en fait, ce monstre, il aurait dû illustrer un rapport mère-fille ou quelque chose, mais il n'illustre rien en fait. Et c'est ça le problème, c'est que cette tourne-vite, ça se voit très bien dans le climax du film, qui est anti-spectaculaire au possible, vraiment, où tout sort un objet sorti de nulle part, parce qu'en fait, il y a aucun travail psychologique qui est fait. Donc le monstre, en fait, là-dedans, il se retrouve un peu, il sert un peu à rien. C'est aussi pour ça que respectez les monstres, les amis. Et moi j'adore les monstres, je pense autant que toi, vraiment. J'ai une fascination des monstres, j'adore les Jeepers Creepers parce que le monstre est superbe. Et je pense que t'as raison là-dessus sur Neil Blomkamp, je pense que c'est un réalisateur à effets spéciaux, il y en a pas beaucoup. Et tu vois, les Del Toro, les Zemeckis, tu vois, ces gens-là qui sont dans leur mise en scène vraiment très attentifs aux effets spéciaux, il y en a pas beaucoup. Et Neil Blomkamp, c'est vraiment l'héritier de ça. Donc j'ai vraiment envie qu'il fasse des grands films et des très bons films. Est-ce tu veux terminer, Clément, je le sens. Vas-y, je t'en prie. Non, mais juste pour terminer sur une note un peu positive, le film sort donc en VOD comme tu l'as dit, mais aussi en Blu-ray, et sur le Blu-ray en fait de Métro, il y a un bonus ça rattrape un peu le truc pour terminer sur une note un peu moins négative. Neil Blomkamp, il a des caméras en fait Super 8 qui datent des années 60 et il a filmé le tournage avec cette caméra Super 8 et ces images sont proposées en bonus. Elles sont pas montées, donc tu te retrouves avec je sais pas, il doit avoir une vingtaine de minutes d'images à peu près. Il y a pas de son, du coup ça c'est intéressant, mais tu te retrouves avec une vingtaine de minutes, tu as plein de techniciens qui font des coucous à la caméra, ça c'est pas très intéressant. Mais par contre ce qui est cool,
c'est que il y a un truc intéressant. Ça fait partie des choses. Tu dis Neil Blomkamp, il a quand même un rapport à l'image, aux différents supports qui est intéressant. C'est-à-dire que il y a un truc bizarre qui en ressort. Notamment, alors évidemment, tu vois le monstre en train d'être habillé, etc., être costumé. Tu vois le mec l'interprète le monstre et on met son masque animatronique et tout. Mais par exemple, tu vois aussi les moments de capture volumétrique et tout, et voir en fait le Super 8, t'en vois plus. Donc voir cette cette collision entre une typologie d'image qui a disparu et puis ce truc hyper high-tech, je sais pas, il y a un petit truc là qui est en train de se provoquer qui est pas inintéressant. Voilà. C'est piètre consolation, mais consolation tout de même. Consolation quand même. Autre consolation, hein, si vous voulez découvrir le reste de l'œuvre de Neil Blomkamp qui est plus qualitative et qui donne plus à voir que démonique, je vous rappelle qu'on a donc un podcast consacré au reste de sa filmo. C'est l'épisode numéro 32 de Capture Mag, le podcast. Et puis si vous voulez vous faire malgré tout votre propre avis sur ce film, Démonique est disponible en DVD, Blu-ray et VOD depuis le 20 septembre. On ne vous laissera pas partir sans faire un petit détour par notre répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de la dernière adaptation de Dune, signée Denis Villeneuve, et côté équipe, le résultat était plutôt menteur. Le résultat était pas franchement folichon. Mais vous, très chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bonsoir Capture Mag, déjà bonne rentrée. Eh bien, bonjour Capture Mag, et du coup, je réagis à Dune. Je suis, bon, bien sûr, je suis assez en désaccord avec vous, puisque j'ai pas mal d'affinités avec le style de Villeneuve, mais j'aime bien cette espèce de style froid et très très proche du minimalisme, du brutalisme de l'architecture. Ce qui peut s'expliquer d'ailleurs par le fait qu'il soit québécois, puisqu'au Québec, c'est quand même un des berceaux du brutalisme. Et on retrouve ça dans Dune, et je trouve que ça fonctionne bien. Dune partie 1, ça pourrait être bien si c'était pas chiant comme la pluie. C'est un film qui est émotionnellement mort, qui commence grand, mais qui finit par se rabougrir au fur et à mesure devant nos yeux, tout ennuyé. Je comprends aussi l'envie de faire l'histoire en deux parties, mais dans ce cas, il faut faire un véritable travail d'adaptation pour que le film ait un minimum d'enjeux dramatiques. Ça manque clairement d'enjeux, ça manque de passion, ça manque de vie. C'est triste. Salut, écoutez, je vous ai trouvé un petit peu dur avec Dune, mais le film est magnifique visuellement. Après, c'est vrai que niveau histoire, c'est des choses qu'on a déjà vues et revues, et malgré que ce soit un précurseur du genre, ça excuse pas le fait d'avoir des archétypes, une structure dont on a déjà soupé. Et effectivement, l'idée de les deux parties de 2h45, en tout cas pour la première, c'est une connerie. Je pense que ça méritait de faire l'histoire entière en 3 heures s'il le faut, quoi. Voilà, bonne rentrée, merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une très bonne adaptation, une excellente, je pense que pour moi d'ailleurs, c'est la meilleure adaptation possible. Et c'est peut-être ça sa plus grande faiblesse. Moi, j'ai quand même l'impression que Villeneuve, il s'est contenté de faire une espèce de décalque, ce qui est toujours une erreur quand on fait une adaptation. Et le problème particulièrement avec Dune, c'est que la saga Dune, c'est une œuvre qui invite beaucoup à la prise de risque, à l'appropriation et à l'interprétation. Ce qui me semble avait très bien compris David Lynch et Jodorowsky à l'époque. Villeneuve, il ne fait jamais. Il nous a sorti un truc assez froid quand même, j'ai l'impression, et assez aseptisé. C'est un encéphalogramme plat, quoi. D'un point de vue design, photo, décor, le film est magnifique. Par contre, j'ai eu la sensation d'assister à une bande-annonce de 2h30 pour la seconde partie, qui était déjà une petite déception en voyant le générique, et qui l'était encore plus quand à la fin Zendaya nous annonce que ce n'est que le début. Quant à la musique de Hans Zimmer, bien que je sois un grand fan de cet artiste, ça ressemble plus à du sound design tout du long qu'à de véritables musiques avec des thèmes facilement reconnaissables. Je suis incapable de vous fredonner ce qui a été fait. Voilà, bisous. Il y a un fantôme qui est là et qui est extrêmement présent, c'est le film de Lynch.
C'est-à-dire qu'en fait, Villeneuve fait une version édulcorée du film de Lynch, comme si ça avait été la commande de base, en fait. Et ça fait penser en automobile, lorsque une voiture de course, on la confie à des ingénieurs afin qu'ils en fassent une version de route, quoi. Sauf qu'une version de route, ça reste quand même quelque chose d'assez fantastique. C'était un très mauvais film, mais surtout, la commande, c'était de faire une version du film de David Lynch pour les années Twitter, point. Merci pour l'émission et pour toute la partie justement sur les années 60 et sur Herbert, qui donne bien envie de lire le livre en tout cas. Mais moi, j'ai pas envie d'être aussi sévère que vous parce que je trouve qu'il y a quand même il y a des scènes que je trouve excellentes dans le film. Justement je trouve qu'il est assez bien raconté. Je trouve que le film suit quand même des points de vue assez clairs et qu'on n'est pas paumé dans toutes les histoires politiques qu'il y a. Et contrairement à vous, je trouve qu'il y avait quand même quelque chose d'assez sensitif dans la façon d'expliquer l'épice et qui rendait ça justement assez tangible. Après voilà, toute l'élévation spirituelle, c'est très décevant quoi. Ça va pas plus loin que des visions au ralenti. De toute façon après, vous avez tout dit, il y a plus d'enjeu, plus de lumière, plus de mise en scène, plus rien quoi. Et ça finit sur une fin d'un épisode de série télé de moitié de saison. Enfin, moi, je ressens plus rien à côté de Game of Thrones. Enfin, Game of Thrones me fait ressentir 600 fois plus de choses en un seul épisode que ce film, quoi. Donc non, c'est triste et c'est surtout un objet froid et gris devant lequel il faut absolument être en pamoison, sinon vous comprenez, on est trop con pour comprendre à quel point c'est formidable cet objet filmique tout pâle. Là, j'arrêtais pas de me dire pendant ma séance que face à la grisaille visuelle de Villeneuve, si j'avais dû fumer mon premier pétard là-dessus, mais je me serais fait chier. Tout d'abord, il y a vos avis qui me semblent pas très pertinents, notamment sur le ridicule du film. Donc moi, il faut savoir que j'ai beaucoup aimé le film. Déjà, Dune, dès que je l'ai lu, donc là j'ai 18 ans, donc il y a 5-6 ans, ça a changé mon rapport à science-fiction d'une manière considérable. Et je trouve que le film retranscrit parfaitement ce style de hard SF, la froideur du monde. À un moment de la vidéo, vous évoquez le fait que Villeneuve manque peut-être d'énergie, il ne sait pas rêver, il ne sait pas ce qu'est la fantasy ou la science-fiction, et je ne vois pas pourquoi votre vision de la science-fiction serait différente ou supérieure, et pourquoi serait-elle forcément colorée, joyeuse. Je sais bien que ça parle de drogue, mais ce n'est absolument pas le sujet principal de Dune, et quand je parle de Dune, je parle de l'entièreté de la saga qu'il veut développer. C'est avant tout sur la spiritualité, il l'a dit, il le développera dans le deuxième film, je sais bien que ce n'est pas suffisant pour... le film doit se suffire lui-même et il manque certaines informations, mais ce sera normalement développé. Super heureux de vous retrouver pour la rentrée, en tout cas beaucoup plus heureux de vous retrouver que moi en sortant de ma séance de Dune, parce que j'attendais énormément du film. Et ne vous en déplaise, moi j'avais plutôt apprécié Blade Runner 2049 parce que justement je trouvais que la mise en scène ou la non mise en scène, appelez ça comme vous voulez, de Villeneuve, ça matchait bien avec l'univers. Et alors que sur Dune, du coup c'est l'inverse. On a une planète qui est en théorie hostile à toute forme de vie, mais où justement c'est l'esprit humain, l'intellect et les sentiments qui priment et qui font le destin de l'univers. Donc voilà, je compte sur vous pour passer le mémo à Denis, à l'occasion pour le deuxième, ça serait cool. Allez, bisous. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Julien, Alain, merci. Merci Clémence. Merci aussi à Nicolas Rioux de Metropolitan Film Export, grâce à qui on a pu visionner ce film démonique avant sa sortie officielle. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Petit rappel, si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis, si vous êtes déjà abonné, sachez qu'on change de flux pour ce podcast. Donc pour continuer à nous écouter et à ne pas louper un épisode, il faut que vous alliez dans votre appli de podcast, que vous faisiez une petite recherche sur Ça le temps pour un film et que vous vous réabonniez au nouveau fil. Enfin, si vous voulez nous soutenir, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine avec un retour au grand écran. On vous parlera du nouveau Candyman de Nia DaCosta. Salut! Restez pas là,